Je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter la vraie histoire de Conjuring 3. Alors, j'ai déjà fait, on va dire, une mini-série, donc j'ai déjà parlé du 1 et du 2, donc je vous mettrai dans le petit i qui est ici ou ici, je ne sais jamais. Si jamais vous voulez aller voir, et sinon je les mettrai de toute façon à la fin de la vidéo, si vous avez envie de connaître l'histoire de Conjuring 1 et 2 avant de regarder cette vidéo. Comme les autres vidéos, si je regarde un petit peu là, c'est parce que j'ai pris des notes, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire, énormément d'éléments, et je veux vraiment les citer dans l'ordre chronologique un petit peu du film et de l'histoire. Alors il faut savoir que la vraie histoire qui se cache derrière le film Conjuring 3 est complètement différente de ce qu'on voit dans le film. Mais vraiment, le 1 et le 2, il y avait beaucoup de similitudes, mais là, l'histoire est complètement différente. La famille Glatzel, donc la famille du film, a bien fait appel aux Warren en 1980 pour l'exorcisme de David, donc du coup le jeune garçon de la famille. Donc comme on voit exactement dans le film, qui avait 11 ans à l'époque. Pendant l'été 1980, David il a commencé à raconter qu'il voyait dans la nouvelle maison un vieil homme qui n'arrêtait pas de le regarder, de le provoquer et d'essayer un petit peu de rentrer un petit peu en contact avec lui. Un jour, peu après que David ait raconté avoir vu ce vieil homme, tout le monde s'amusait un petit peu dans une des chambres où l'ancien propriétaire avait laissé un matelas à eau. Donc ils s'amusaient un petit peu tous à sauter sur le vieux matelas à eau, mais David, lui, il était un petit peu gêné par son poids parce qu'apparemment il était un petit peu gros pour son âge, on va dire. Du coup, il voulait pas trop aller dessus et il est resté en retrait. Il a attendu que tout le monde s'en aille et qu'il soit seul pour s'en approcher. Puis il a eu l'impression d'être poussé sur le lit et il a vu à ce moment-là le vieil homme qui lui est encore apparu une nouvelle fois. Du coup, juste après, il raconte tout ça à Judy, sa mère, à Debbie, du coup sa sœur, et à Arney, donc le petit copain de sa sœur, mais personne ne le crut vraiment. La même nuit, l'homme y revint voir David dans son sommeil, donc ça l'a réveillé, mais avec une apparence complètement différente. Ses pieds ressemblaient à des sabots de cerf et il avait la peau brûlée et noire. David y réveilla toute la maison en hurlant parce qu'il a été terrifié par ce qu'il avait vu. Il leur raconta ce qui se passait. Et cette fois-ci, sa mère, qui s'intéressait au surnaturel, le crut tout de suite parce que l'histoire de l'homme avec des sabots de cerf, etc. Ça, direct, ça l'a interpellée, donc direct, elle s'est dit, il y a quelque chose. Au fil des jours, le jeune garçon se réveillait de plus en plus la nuit, en panique totale, en pleurant et en hurlant parce qu'il voyait ce vieil homme, mais sous la forme différente, donc avec les sabots et la peau noire toute brûlée. David a commencé à agir de façon inquiétante, donc ça a vraiment fait peur à sa mère, qui du coup a décidé d'appeler Ed et Lorraine Warren pour demander de l'aide en leur disant qu'elle vivait un enfer. Il faut savoir que Judy, la mère du coup, elle avait déjà assisté à des conférences de Ed et Lorraine, donc elle connaissait leur travail et c'est pour ça qu'elle a fait appel à eux. David il s'en prenait du coup régulièrement à elle, il lui crachait dessus, lui donnait des coups de pied la plupart du temps et il essayait de la frapper. 12 jours seulement s'étaient écoulés depuis la première fois que David avait vu le vieil homme. Du coup pour les Warren, d'après ce que la mère du coup leur a raconté, pour eux il ne s'agit pas d'un simple fantôme puisque l'esprit qui s'en prend à David pour eux est inhumain et diabolique. Le couple Warren va se déplacer dans la famille Glatzel pour un petit peu se rendre compte de ce qui se passe sur place. Et une fois sur place, ils constatent effectivement la possession du garçon par une entité démoniaque. Il y aurait eu plusieurs exorcismes. Alors là, c'est un petit peu flou parce que il y aurait eu des prêtres qui seraient venus, mais l'église a demandé à ce que les prêtres ne confirment pas être venus dans la maison et avoir pratiqué des exorcismes. Donc l'église a bien dit qu'ils ont bien fait une déclaration après qu'ils ne voulaient pas valider le fait que y ait bien eu un exorcisme, qui ne voulait pas dire si c'était vrai ou non. Mais du coup, selon des enregistrements qui sont sortis après, qui ont été pris par Ed et Lorraine, et selon les dires d'Ed et Lorraine et de la famille, il y aurait bien eu plusieurs exorcismes. Et il se serait avéré que David, donc 11 ans, était possédé par 45 démons. Tout au long du processus et tout au long, on va dire, de la possession du jeune garçon, Arney Johnson, il est resté en fait avec la famille Glatzel pour les aider comme il pouvait. Il les aidait à la nuit un petit peu gérer David qui était complètement possédé, qui était dans des crises, dans des transes. Et il essayait d'aider la famille la journée pour que la famille puisse se reposer et gérer les crises du jeune garçon la nuit. Mais il aurait rapidement défié les entités maléfiques qui possédaient David et il les défiait en fait de le prendre à la place de David. À l'automne, Debbie et Arney allèrent dans la maison dans laquelle ils devaient emménager
un petit peu après, un petit peu plus tard. Et il y a eu un événement un petit peu bizarre. Arnay, pendant qu'ils étaient dans la maison, il se mit à regarder dehors par une des fenêtres. Et il aurait dit à Debbie, la bête, la voilà. Il se serait mis à grogner et d'une façon animale et à montrer les dents. Debbie, elle a compris immédiatement ce qui se passait, donc elle a commencé à gifler Arnay une première fois. Il est parvenu à lui une deuxième fois et enfin il est revenu à lui. Arnay, il eut ensuite des comportements vraiment très étranges et Debbie a déclaré avoir été témoin de signes de possession 5 fois. Donc Arnay a été possédé 5 fois, mais sans que lui se rende compte de quoi que ce soit. Et durant la dernière possession, elle a entendu 2 voix simultanées sortir de la bouche de Arnay, mais vraiment en même temps. Et cette dernière possession a eu lieu le jour du fameux meurtre. Contrairement à ce qui est dit dans le film, la victime ne s'appelait pas Bruce, mais Alan Bono. Arnay et Alan, ils entretenaient une relation amicale, ils se voyaient de temps en temps. Donc comme dans le film, Alan et qui s'appelait Bruce du coup dans le film, gérait bien un chenil le 16 février 1981, donc le jour du fameux meurtre. Arnay et Debbie sont allés dans une pizzeria avec Wanda, la sœur d'Arnay, Marie, la cousine de Debbie et le fameux Alan. De retour après leur repas à la pizzeria, donc de retour au chenil d'Alan, les deux hommes se disputèrent violemment. Alan Bono, qui avait bu, aurait commencé à se conduire bizarrement et d'une façon inappropriée avec Marie. Donc, alors attendez, Marie c'est la cousine de Debbie, âgée de seulement 9 ans. Donc Arnay il a commencé à s'énerver et à se disputer avec Alan, avec qui il était ami normalement. Et il aurait commencé à grogner comme un animal, comme la fois où il regardait par la fenêtre, donc comme quand il était un petit peu possédé, et aurait sorti un couteau. Et c'est environ vers 18h30 qu'Arnay aurait poignardé Alan au niveau de la poitrine et de l'estomac, le laissant ensuite se vider de son sang dans son chenil. C'est seulement 1 heure plus tard qu'il fut arrêté par la police, qui conclut que les deux hommes s'étaient battus pour Debbie et que c'était une querelle entre 2 hommes juste pour une histoire de filles, donc par rapport à Debbie. Debbie et les Warren ont insisté pour dire à la police qu'il y avait bien plus qu'une dispute, qu'il y avait bien plus que ça, et qu'il y avait un problème, quelque chose au niveau d'une possession démoniaque. Mais les enquêteurs n'ont rien voulu entendre et ils restèrent sur leur position. Martin Minella, l'avocat d'Arnay, fit de son mieux pour plaider non coupable pour cause de possession démoniaque. Au final, le juge a rejeté le plaidoyer de Minella en indiquant qu'une telle défense était impossible à prouver, qu'aucun témoignage sur la question ne serait pertinent puisque rien ne pouvait être prouvé scientifiquement. Il faut savoir que les Warren, au final, n'ont pas du tout assisté au jugement et n'ont pas du tout assisté au procès et n'ont pas plaidé en la faveur d'Arnay pendant le procès, comme on a pu le voir dans le film. Le 24 novembre 1981, Arnay Cheyenne Johnson a été reconnu coupable d'homicide involontaire au premier degré. Il a été condamné à 10 à 20 ans de prison. Mais il fut relâché au bout de 5 ans. Et contrairement à ce qu'on voit dans le film, c'est pas grâce aux Warren ni grâce au fait qu'il ait été possédé, mais c'est pour bonne conduite qu'il a été relâché. Debbie et Arnay se sont quand même mariés comme ils avaient prévu, mais pendant que Arnay était en prison. Et il est sorti de prison en 1986. Ensuite, une grosse partie du film a été inventée, donc l'adoratrice de Satan, donc je crois que c'est la fille du prêtre. Elle a pas du tout existé, elle a vraiment pas du tout existé, il y a pas eu de malédiction non plus, il y a rien eu d'histoire avec Satan, etc. Ça c'est complètement inventé, c'est pas du tout dans la réalité, il y a pas eu du tout ça. L'histoire des 2 filles dans la forêt, c'est Jessica et je sais plus le nom de sa copine, où il y en a une qui a été possédée et qui a poignardé sa copine parce qu'elle était possédée, pareil ça, il n'y a pas du tout, ça existe pas, il n'y a pas eu de cas, etc. Ça a été rajouté en plus à l'histoire pour un petit peu donner raison à l'histoire de la femme satanique, de la sorcière, mais ça n'a pas du tout existé. La crise cardiaque que Ed a eue pendant le film n'a pas du tout eu lieu à cette période-là de sa vie. Il a bien fait une crise cardiaque, mais c'est seulement en 2006 et il est mort de cette crise cardiaque. Mais c'est pas arrivé à la période, c'est pas arrivé dans les années 1980, 85, etc. Et du coup, on pense que le réalisateur a voulu rendre un petit peu hommage à Ed puisqu'il est mort de cette crise cardiaque
en plaçant cette crise cardiaque dans le film. Et c'est sur ça que je vais conclure la vidéo puisque j'ai raconté un petit peu tout ce qu'il y avait à raconter. Rappelle encore une fois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées dans le film, que ça a été très bien scénarisé pour que ça fasse peur et que ça rende bien. Mais par contre à la fin du film on entend des extraits audio des exorcismes de David et ça par contre c'est des choses réelles, des vrais enregistrements. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je suis assez rentrée dans les détails, que les explications ont été assez claires pour vous. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo sur Conjuring 1 et 2 si jamais vous ne l'avez pas vue. Je les mettrai encore une fois à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de la liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a pas mal de vidéos un petit peu dans ce thème paranormal, sur les sorcières, les malédictions, etc. Sur les choses hantées qui vont arriver sur la chaîne. J'ai pas mal de projets. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.